Bonjour tout le monde. Alors, mon nom est celui de Danny de Chantal. On va se présenter dans quelques instants. On vous souhaite la bienvenue. Il y a aussi en ligne avec nous Safran Noël Boulet de Multiprévention. Pourquoi on est trois ASP? Vous êtes peut-être déjà familier que c'est rendu notre 6e webinaire. C'est une initiative multi-ASP ou inter-ASP. Puisque l'électricité touche à peu près tout le monde. On a travaillé ensemble pour faire différentes choses, dont les webinaires. Donc, bienvenue à ce webinaire numéro 6. Avant qu'on fasse les présentations, je vais vous faire part de quelques petites règles. Je vois des gens qui disent bonjour dans le chat ou dans la discussion. C'est très bien. On va bouger. On a quelques petites règles. La première règle, c'est on ne fonctionnera pas beaucoup avec le chat ou la discussion aujourd'hui. Question d'efficacité, là, on est encore à s'habituer avec tous les écrans, tous les claviers. Et il y a une belle fonction qui s'appelle Q&R, donc questions-réponses, que vous avez peut-être Q&A là, si vous avez la version anglaise de Zoom. C'est une belle façon de poser vos questions. Nous, on analyse les questions, puis à la fin de la présentation, on va pouvoir y répondre. Le webinaire est enregistré. Il va être publié. Normalement, là, on est quand même assez bien rodé d'ici 1 ou 2 semaines. Là, ça devrait être publié. Et on a aussi, on va avoir des sondages pendant la session et des sondages après la session. Ce sont des sondages qui sont anonymes. Donc, le but, ce n'est pas de pointer personne, mais c'est d'avoir le feedback des gens, puis on va vous expliquer au fur et à mesure comment ça fonctionne. La présentation PowerPoint ne sera pas partagée. Les mains levées, le chat, comme je dis, ce n'est pas quelque chose qu'on va vraiment fonctionner avec. Quoique aujourd'hui, on essaie d'augmenter la partie interactive de la formation ou du webinaire plutôt. Donc, lors de l'inscription, vous aviez des nouvelles questions à répondre, puis on va parler de ça dans quelques instants. La durée, on pense que ça devrait durer 45 minutes avec une quinzaine de minutes de questions. Ça se peut que ça aille un petit peu plus vite, ça ne dépassera pas cette période-là. Donc, ça donne un peu les règles de base. Peut-être, Danny, tu peux te présenter l'APSAM. Après ça, je vais y aller. Oui, bonjour tout le monde. Danny de Chantal, conseiller en santé et sécurité à l'APSAM. Je suis conseiller pour la région de Montréal, puis conseiller, entre autres, de risque électrique. C'est la raison pourquoi je suis ici avec vous aujourd'hui. Donc, je te lance la balle, Normand, à toi. Merci. Merci beaucoup. Normand Lantier, Association sectorielle, fabrication d'équipements, transport des machines. Les ASP sont des organisations à but non lucratif. On est là pour aider les entreprises à se prendre en main en santé et sécurité. Et comme j'expliquais un petit peu plus tôt, l'électricité touche la plupart des secteurs. Donc, c'était un bel exemple où on pouvait travailler en équipe. Puis, je pense qu'on a préparé des belles choses. Donc, on va vous faire part où est-ce qu'on est rendu par rapport à ce projet-là. Et on va vous faire part aussi qu'on a besoin de vous pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Donc, on commence. Vous aviez trois questions lors de votre inscription. Parmi ces questions, en fait, c'est la première fois qu'on essayait ça pour avoir votre feedback, pour être capable d'être plus proche de votre réalité. Et n'oubliez pas que si les ASP existent, c'est grâce aux établissements. Donc, on veut avoir le feedback ou la rétroaction des établissements. Sur les 3 questions, il y en a 2 qui ont été, je pense, pas un gros succès. La première, est-ce que vous avez participé aux autres webinaires? Il y a peu de gens qui ont répondu. Sur les 50-60 personnes qui étaient inscrites, il y en a une seule qui a participé aux 5. Je pense qu'il y en a plus que ça, mais parmi les réponses qu'on avait, c'était ça. Et les autres réponses, vous les avez là. Quels sont les établissements qui ont utilisé la documentation qu'on avait déposée sur nos sites Internet, qui était entre autres le plan d'action? Il y a une seule personne qui a répondu sur les 55 et cette personne-là a dit non. Okay? Donc, encore une fois, on ne fera pas beaucoup de chemin avec cette question-là. Par contre, quelles sont les fiches techniques ou fiches d'information que vous auriez besoin? Ça a été, je pense, un plus beau succès au niveau de l'interaction. Puis, on va le voir un petit peu plus loin dans cette présentation-là, comment votre input va nous servir pour faire ce que vous avez besoin. OK? Donc, c'est vraiment là. On a aussi
on s'est donné comme mandat, non seulement dans la documentation qu'on prépare, de faire ce qui est régi par les normes, de prendre le paquet de normes qui existe sur le risque électrique et de mettre ça en place, mais on essaie aussi d'y aller avec les meilleures pratiques. Okay? Donc, les meilleures pratiques, on a un certain niveau d'expérience, l'équipe Inter-ASP qui était là-dedans, on parle avec beaucoup d'établissements, mais plus vous participez, plus vous nous donnez votre feedback, plus on est à même d'identifier quelles sont les meilleures pratiques et de là, vous retourner l'information qu'on a eue. Fait que je pense que ça peut être un beau travail, même si vous êtes beaucoup, 33 aujourd'hui, ça a été jusqu'à presque 150, je pense, les webinaires les plus nombreux. Donc, il y a beaucoup d'informations que vous pouvez nous transmettre, puis nous, on peut brasser ça, mâchouiller ça, puis vous le retourner de façon plus efficace. Donc, il y a beaucoup à faire là-dessus. Donc, les fiches, on va le voir plus tard. Et donc, en conclusion, ce n'est pas toujours facile de faire des questions à distance. Puis même si les 2 premières questions, à notre avis, n'ont pas servi à rien, mais ce n'est pas représentatif de tous les appels qu'on a eus là, après les différents webinaires qu'on avait faits et la publication des documents. Donc, je pense qu'il y a lieu à s'améliorer là-dessus. Les objectifs de ce webinaire vont être essentiellement on veut prendre ce qu'on a fait et de vous montrer un peu comment on peut l'utiliser. Non seulement il y a la partie interaction qui va être hyper importante, mais on va vous présenter, entre autres, une des 2 fiches qui ont été publiées. Donc, il y a 2 fiches qui ont été finalisées dans les dernières semaines. On va vous en présenter une et on va vous présenter des idées. Vous allez même nous donner un feedback là-dessus aussi, mais on va vous présenter des idées d'utilisation de ces fiches-là. Pourquoi on a mis ça en place? Pourquoi c'est des fiches qui sont gelées, qui sont en PDF non modifiables, alors que d'autres documents comme le plan d'action, c'est un document Word qui est modifiable. Donc, on va vous expliquer ça aussi. On va aussi regarder les étapes du plan d'action qui a été présenté par Dany là, au mois d'octobre, je crois, septembre même. Donc, on parle de septembre 2021. Et ce plan d'action-là comporte 12 étapes. On va vous présenter les 3 premières. Okay? Comment vous pourriez mettre ça en pratique? Puis, après ça, à la fin du webinaire, vous allez recevoir un lien et un autre demain, là, si Zoom fonctionne comme il faut. Donc, dans les 24 heures, vous allez recevoir le même lien avec des questions qui vont nous permettre d'aller plus loin. Dany? Oui. Donc, d'abord, juste pour revenir sur le sujet des fiches, si vous vous rappelez un peu, là, quand on avait parlé du programme dans les webinaires de l'automne dernier, on parlait d'abord du format qui allait être plus ou moins standard des fiches, donc on va le voir prochainement. Le format des fiches, il est relativement standard, c'est ce que je vais tenter de vous faire, de vous démontrer. Le besoin d'utilisation aussi, au travers, comme il disait Laurent, Normand, excuse-moi, on va regarder ça ensemble. Puis c'est surtout les fiches, il faut comprendre, on synthétise l'information là, à un point où ce qu'on prémâche de l'information qui serait peut-être difficile ou du moins le plus ardu là, à faire individuellement, là, à aller fouiller à gauche, à droite pour venir mettre ça de la façon synthétisée qu'on le fait. Donc, on y va avec les fiches. Bon, donc, on commence avec celle-là du disjoncteur différentiel de fuite à la Terre. C'est la seule qu'on vous présente aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, bon, on a un temps limité quand même, là, mais c'est tout du pareil au même, vous allez comprendre. Donc, là, vous voyez, l'idée générale de la fiche, c'est que ça tienne sur une page recto-verso. Pourquoi une page recto-verso? Bien, on le sait que le papier, là, c'est, bon, la documentation, le papier, on en a tous beaucoup dans nos organisations, là, puis c'est pas quelque chose qu'on souhaite alourdir. Donc, la fiche, toutes nos fiches vont tenir sur une page recto-verso. C'est ce qu'on s'est donné comme objectif. Les fiches ont été développées encore, là, c'est le fruit d'un travail de collaboration là, entre les différents SP, comme Normand le nommait tantôt. Puis, ben, c'est des sujets que nous, on considérait que c'était des sujets qui allaient être d'intérêt pour toutes les organisations, du moins. Peut-être pas toutes les fiches, mais là, ça va être à vous de choisir dans votre programme, là, parce que vous savez le programme, comment on l'a monté. Les sujets particuliers qui étaient techniques ou du moins là, qui pouvaient se défaire d'un document papier qui peut avoir beaucoup de pages, là, comme le programme, on va parler quand même de 50-60 pages potentiellement. C'est celle-là qu'on a préparé pour que vous puissiez utiliser. Ben, quand vous êtes à l'adapter puis avoir 50-60 pages, ben, aller chercher de l'information au travers d'un document de 50-60 pages, c'est pas si simple. Donc,
Les fiches techniques font partie en fait, c'est la section 13 du programme là, sur les sujets particuliers. Donc, toutes les fiches qui expliquent, qui synthétisent des sujets sont dans la section 13. Donc, vous allez choisir ceux-là qui sont pertinents pour vous, ce que vous faites à l'intérieur de votre organisation comme tâche, à quel type de risque, à quoi vous vous exposez, à quoi que les travailleurs s'exposent, comment que c'est encadré dans vos organisations. Ben là, vous allez être capable d'utiliser les fiches pour vous aider. Toutes les fiches commencent avec une petite section. Puis là, ce que je vais faire dans les prochaines diapos, là, je vais vraiment juste aller cibler les différentes sections de la fiche là, pour qu'on la regarde ensemble. Là. Donc, toutes les fiches commencent avec une petite section d'introduction pour regarder c'est quoi le sujet de la fiche. Puis aussi, là, qu'est-ce qui va être présenté exactement dans cette fiche-là. Donc, qu'est-ce qu'elle inclut? C'est vraiment le but de cette première section-là. Puis, ben là, les DDFT, ben, comme vous pouvez vous imaginer, les DDFT classe A, je tiens à le préciser, sont là parce qu'ils peuvent sauver des vies. Puis, on va se donner un exemple de ça. Je ne sais pas si vous êtes je ne sais pas si vous avez vu passer ou si vous avez ou si, mettons, vous avez entendu parler de cet accident-là qui est arrivé à Québec, un accident mortel le 17 juillet 2013. Ce qui est arrivé, en fait, là, c'est un travailleur qui installait des plaques de métal à une structure métallique, un abribus. Puis il a été électrocuté quand il y a une rallonge qui était sous tension, qui est rentré en contact avec l'escabeau en aluminium sur lequel le travailleur était. Puis, ben, c'est sûr que les causes retenues, là, il y avait l'utilisation d'une rallonge électrique sous tension qui était endommagée. Puis, il n'y avait pas non plus des DFT présents dans le circuit qui alimentaient la rallonge électrique. Donc, si on revient un peu à le DDFT de classe A, qu'est-ce qui aurait été un petit peu l'utilité, là, juste avant de continuer sa fiche, là, on vient de sortir un petit peu de la fiche pour vous parler un petit peu des DDFT. Donc, c'est sûr qu'un DDFT de classe A, ben, c'est un contrôle, dans la hiérarchie des moyens de contrôle. Lui, on le voit en fait là, comme un contrôle technique. Donc, c'est un contrôle qui, on ne peut pas éliminer à la source le risque, mais dans ce cas-là en particulier, on s'entend que le travailleur il n'aurait peut-être pas subi le même genre d'accident. Il en aurait subi un, mais peut-être pas avec la même gravité. Donc, puis ça, ben, si on en regarde avec les changements, ben, ça tout est un peu comme ça, là, je vous dirais, là, mais dans la modernisation du régime de santé et sécurité au travail, dans la loi modernisante, entre autres, là, il y a à l'article 59, là, si on se souvient, là, il y a quand même de quoi concernant à l'article 59.2, alinéa 2, là, on parle des mesures des priorités d'action permettant d'éliminer ou à défaut de contrôler les risques identifiés en privilégiant la hiérarchie des mesures de prévention établies par règlement. Puis là, ben, on parle d'éliminer à la source les contrôles techniques en descendant jusqu'au EPI. Donc, il faut essayer d'éliminer à la source. Si on n'est pas capable, on descend. Donc, c'est tout le temps un peu dans identifier, corriger, contrôler, ben, identifier. Ensuite, quand on corrige, ben, on essaie tout le temps de rouler cette hiérarchie des moyens de contrôle-là pour trouver celui-là qui pourrait être le plus haut. Donc, dans ce cas-là, ça aurait été effectivement le DDFT qui aurait été mis en place. Puis, c'est pour ça qu'on le voit apparaître aussi à différentes places là, qu'on va se parler. Donc, si on continue, un DDFT de classe A. C'est quoi exactement? Ben, comme on voit dans la description, là, on vient vraiment cibler c'est quoi, puis avec un petit dessin pour qu'on comprenne. Là. Donc, un disjoncteur de différentiel. Un disjoncteur différentiel de fuite à la terre de classe A, ben, c'est un dispositif de sécurité qui sert à limiter les chocs électriques entre la phase et la terre. Puis là, tous les dispositifs vendus avec cette fonctionnalité sont déclenchés s'il y a fuite de courant à la terre entre 4 et 6 mA, puis dans un intervalle de temps plus petit que 20 millisecondes. Ben là, on a à droite le petit dessin. Puis, ben, si on regarde le petit dessin, ben, c'est aussi simple qu'on voit la personne qui va toucher à la phase. Donc, en touchant la phase, il y a un courant qui s'en va à la terre parce que la personne, mettons, elle touche, exemple, à la structure de l'abribus. Puis, exemple, c'est dans l'escabeau, en train de toucher à l'escabeau en aluminium. Puis, étant donné que le disjoncteur différentiel, il y a des petits transfos de courant qui regardent le courant qui passe sur la phase, puis le courant qui revient au neutre. Puis, si ça ne balance pas, donc si c'est un courant qui dépasse une certaine limite, comme on disait entre 4 et 6, bien là, à ce moment-là, il va déclencher. Donc là, on voit que, étant donné ce qu'on a vu dans l'accident précédemment là, à Québec, là, ça serait
pas arrivé. En tout cas, il y aurait eu un accident, là, mais il n'y aurait pas eu d'essai dans ce cas-là s'il y avait eu utilisation d'un disjoncteur de fuite de faute à la terre. C'est sûr que là, ça n'empêche pas qu'il faut inspecter les rallonges, bien sûr. Il y a encore des articles dans la réglementation, dans le CSTC pour ça. C'était quand même un chantier. Puis peu importe chantier ou pas, les rallonges électriques qui sont endommagées, il faut les retirer. Il ne faut jamais oublier ça. Pourquoi? Donc, pourquoi qu'on l'utilise? Là, on vient de parler un peu là, du CSTC. Il y a aussi le Code de construction du Québec, chapitre 5, électricité. Donc là, encore là, il y a certaines dispositions dans lesquelles on le rend obligatoire. Entre autres, là, un article là, sur les prises de courant servant à l'entretien de l'appareillage installé sur un toit, par exemple, où ça prend un DDFT à cet endroit-là. Puis si on descend, ben là, on en parle dans le CSTC, comme on a mentionné, mais aussi dans la CSA Z462. Le programme de sécurité électrique qu'on a bâti, c'est sûr que c'est beaucoup en sachet. Du moins, on a vraiment pris ce qu'il y avait dans CSA Z462 pour venir monter le programme. Donc, ici, qu'est-ce qu'on dit? Ben, c'est sûr, ça tout le temps était ça le but de mettre ces articles-là. Donc, pour but de protéger les travailleurs lors de travaux d'entretien, de construction, de démolition, où sont utilisés les cordons amovibles, rallonges, ou encore de l'appareillage raccordé par cordon alimenté par des circuits de 125 volts et de 15, 20 ou 30 ampères. Donc, si un travailleur se trouve dans un lieu de travail conducteur, ça aussi, là, ça c'est autre chose, là, où il y a présence d'eau en raison d'un nettoyage ou encore à l'intérieur d'une cuve ou à l'extérieur, cette même règle s'applique et ce, sans égard au type de travaux. Parce que c'est sûr qu'au début, le petit bout, là, c'était que l'entretien, construction, démolition, mais là, sans égard au type de travaux, si c'est les conditions qu'on vient de regarder en bas, là, à l'intérieur d'un lieu conducteur ou s'il y a présence de métal, là, présence d'eau à l'intérieur de ce lieu-là, peu importe les types de travaux, il faut être alimenté nos cordons par des DDFT de classe A. Donc, c'est encore une fois sauver des vies. On revient encore au contrôle technique à ce niveau-là. Si on continue avec de quoi que ça ne protège pas, parce que c'est beau, ça protège de quoi, mais pas de tout. Donc, premièrement, ce qu'il faut dire, c'est au niveau, là, juste, le DDFT, ça ne protège pas d'un choc entre la phase et le neutre ou entre les deux phases. OK? Ça, il faut déjà mettre la table là-dessus, là, ça ne protège pas de ça. Entre deux phases, ça veut dire, mettons qu'il y aurait deux circuits différents, puis là, on va voir un exemple de ce qui se passe là présentement. Ça ne sera pas entre deux phases, là, mais ça va être quelque chose d'un petit peu similaire. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est un travailleur qui est en train de faire un trou dans un mur de gypse, une cloison sèche. Puis, avec sa drill, accroche en fait, sa drill est connectée sur un DDFT, exemple. Puis là, désolé pour le dessin, là, ça a donné que c'était ce dessin-là que je réussissais à faire tenir une drill aux travailleurs, là, mais c'était pas pour rire de personne, là. Donc, si avec la mèche, le travailleur accroche un câble derrière le mur, puis la phase, donc c'est un peu ce qu'on voit dans l'encerclé à gauche, là, en classe accroche, en fait, brise le conducteur, donc sa mèche touche au conducteur, puis le travailleur se met la main sur le mandrin, exemple. Ben, le travailleur qui est deux genoux à terre dans une flaque d'eau, là, dans ce cas-là particulier, là, ben, il a des grosses chances de subir une électrisation, puis le DDFT ne le protégera pas. Pourquoi? Ben parce que c'est totalement un autre circuit, là, donc c'est pas le circuit sur lequel, c'est pas en lien avec son appareil sur son circuit, c'est en lien avec une autre alimentation, donc ça ne protège pas de ça. C'est un exemple. Puis on l'a imagé comme ça, là, surtout pour comprendre que dans la fiche, je ne l'avais pas fait le dessin, là, donc c'était vraiment pour comprendre un peu ce qui était dans la fiche, parce qu'en texte, ça aurait été long à expliquer. Donc, si on continue avec les différents types de DDFT, puis là, on voit aussi qu'il y a une section bibliographie, donc vous allez avoir la section bibliographie, c'est les fiches aussi. Donc, si on y va avec les types de DDFT de classe A, on peut les installer dans les panneaux électriques, plusieurs modèles là, de tous les fabricants. Là, tous les fabricants en font. Là. Par la suite, il y a les modèles de prises standards là, pour remplacer des prises standards. On voit une 20 ampères à gauche puis une de 15 ampères à droite. Là. Sinon, en dernier, ben, qui est quelque chose qu'on devrait tout avoir d'un coffre à outils en passant, les travailleurs, si on pense à l'entretien tantôt, là, parce qu'il n'y a pas des prises de DFT d'installer partout, là, on le sait. C'est d'avoir un modèle un peu Pictel, un modèle portable là, qu'on peut installer, qu'on peut avoir dans un coffre à outils, puis qu'on sort quand on utilise des rallonges, puis des équipements portables électriques. Puis, ben là, c'est sûr, comme je disais tantôt, je vais le rappeler, ça n'enlève rien à l'obligation
d'inspecter correctement nos cordons d'appareil, puis aussi les rallonges. Ça n'enlève rien à ça. Ce n'est pas plus permis de travailler avec tes cordons puis des rallonges endommagées. Maintenant, comment s'effectue la mise à l'essai? C'est sûr que je ne pouvais pas marquer, on ne pouvait pas remplir cette section-là avec le détail de tous les fabricants. Donc, c'est sûr qu'on dit de se conformer aux directives du fabricant parce que ce n'est pas toutes la même chose. Comme exemple, là, souvent, les portables, c'est à l'utilisation qu'on va les tester, qu'on va les mettre à l'essai, tandis qu'une prise plus dans un mur, exemple, là, comme on a vu tantôt, là, le remplacement de prise, bien, eux, ça peut être mensuel. Ça va dépendre vraiment de ce que les fabricants indiquent, là. Donc, c'est à regarder dans leur. Puis aussi, comment que ça se fait, ben, c'est eux autres qui vont l'indiquer. C'est différent d'un à l'autre. Il y a des petites choses qui devraient être standards au niveau de la norme de fabrication, mais vu qu'on parle déjà de 3 modèles différents, ça se pourrait que ce soit un petit peu différent au niveau des lumières, comment que les choses vont se faire, là, comment que ça va s'afficher là, pour le tester. Mais c'est sûr qu'ils ont tout un bouton qui va servir à simuler un courant de fuite. Puis quand le bouton est actionné, ben, le circuit il doit ouvrir. Puis, comme au final, c'est pas parce qu'on a un dispositif, un contrôle technique de ce type-là, donc on a un DDFT classe A, qu'on a le droit de travailler sous tension, là. Ça, faut vraiment pas perdre ça de vue, là. Oui, on est protégé par un DDFT, mais on n'a pas plus le droit de travailler sous tension parce qu'il y a un DDFT dans le circuit, là. Ça, c'est bien important. Je te passe la parole. Merci. Merci, Danny. Danny a présenté un peu comment on a commencé à bâtir nos fiches. Il en a présenté une des deux qui sont publiées. La deuxième, c'est sur les gants diélectriques. Maintenant, les prochaines, écoutez, l'utilisation qu'on fait des fiches, le besoin que nous, on percevait que les gens avaient pour les fiches, c'est en fonction de à quoi ça va servir ces fiches-là. Okay? Donc, vous allez avoir certaines questions, un petit sondage dans quelques instants. Donc, à quoi ça peut servir la fiche? Regardez, ça peut être un outil qu'on ajoute à la section 13 du programme de sécurité électrique, qu'on va aussi vous décrire, là, qui est publié depuis hier ou qui va l'être très, très bientôt là, dans certaines ASP. On peut utiliser ça comme annexe au programme de sécurité électrique. On peut utiliser ça quand on fait des rencontres ou des réunions de sécurité, des pauses santé-sécurité, des toolbox meetings, peu importe comment vous les appelez. On fait de la formation. On peut utiliser ça. On fait un audit sur le terrain. On a besoin peut-être d'informations ou de quelque chose de plus technique. On peut s'en servir. Il arrive malheureusement un incident, un événement où quelqu'un s'est blessé ou aurait pu se blesser. On veut faire une enquête. Bien, ça peut être aussi du matériel qui va être utilisé. Fait que quand nous, on a créé ces outils-là, ces fiches-là, c'est vraiment elles vont faire partie de notre programme de sécurité électrique, mais elles pourront aussi être utilisées de façon indépendante. Là, je vous envoie une question à tout le monde, un petit sondage, et je vous demande en fonction de ce que vous avez à l'écran, OK? Donc, que ce soit pause, santé, sécurité, matériel de formation, blabla, à quelle utilisation vous songeriez pour utiliser ce genre de fiche-là? Et si vous avez quelque chose qui n'est pas écrit là, bien que je vous ai dit de ne pas utiliser la discussion ou le chat, pour le bien des 37 personnes qui sont en train d'écouter puis vous avez une idée géniale, bien, écrivez-la dans le chat. Comme ça, tout le monde va voir votre idée et nous aussi, on va en tenir compte là, dans nos prochaines actions. Donc, je vous envoie le questionnaire. Donc, c'est un sondage qui devrait apparaître à votre écran. Quand j'ai à peu près 34 personnes qui ont répondu, je vais arrêter le sondage et vous présenter les résultats. OK, donc, oui, les raisons pour lesquelles on a créé ça font partie de votre réalité, tant mieux. Il y a d'autres façons, il y a 2 personnes, là, donc on est très intéressé à savoir comment. Et on est encouragé aussi de penser que des gens disent qu'ils vont un jour utiliser ces fiches-là. Donc, j'arrête le partage. Si l'écran des réponses reste sur votre écran, vous pouvez juste fermer ou rapetisser l'image. Donc, quand on utilise une fiche pour une des raisons qui est là, dans chacun des processus, dans chacun des concepts qui sont là, donc une pause santé-sécurité, matériel de formation, outils de coaching, faire un audit, dans chacun de ces points-là, nous, on regarde ce qui se passe autour de nous et à notre avis, la meilleure pratique, c'est de documenter ce qu'on fait. OK? Donc, quand je documente
ce que j'ai fait, ben, ça me permet d'être capable de revenir en arrière. Est-ce que tout le monde était présent? Est-ce que ça a servi à quelque chose? Si je fais un toolbox meeting avec une fiche sur les DDFT, puis la semaine après, il y a un accident ou un near miss ou un ouf avec un DDFT, ben, peut-être que j'ai besoin de me réfléchir un peu sur la façon dont je l'ai utilisé. Mais clairement, de documenter ce qu'on fait, c'est la meilleure pratique. La fiche peut vous aider à documenter de façon facile. Vous prenez la liste des présences, par exemple, et vous brochez la fiche après, puis comme ça, vous savez qui était là et ce que vous avez discuté. Okay? Donc, ça peut être intéressant de ce niveau-là. Donc, si je regarde la discussion, parce que je suis très curieux, lors d'une analyse de risque, excellent, et intégré dans des documents, programmes de prévention, appel d'offres, etc. Excellent. Très bonnes idées. On va en tenir compte. S'il y en avait eu 50, je ne l'aurais pas fait, mais bon, on a fait notre petit sondage. Donc, on avait un plan original de création de fiches en fonction de ce que nous, on pensait, de notre expérience, les discussions qu'on avait informelles avec les différents établissements. Et vous aviez des questions à répondre. Il y avait 15 choix quand vous avez rempli votre inscription ici. Et sur les 15, en fait, la moitié des gens qui ont répondu, puis c'est le 3/4 des gens qui ont répondu, donc c'est significatif, étaient intéressés par les 6 fiches suivantes. Donc, équipement de protection individuelle et collectif, donc aller au-delà des gants diélectriques, les génératrices, la vérification d'absence de tension, l'affichage et les obligations par rapport à l'affichage, les rallonges électriques et le branchement et débranchement, par exemple les machines à souder. Donc, ça, là, ça représente votre intérêt. En fait, même des gens qui sont absents aujourd'hui, mais l'intérêt de la majorité des gens. Donc, pour nous, c'est le fun parce qu'on sait par quoi commencer. C'est plus juste notre impression dans une salle fermée ou dans un écran ouvert, une caméra ouverte, qu'on a décidé ça. C'est vraiment avec le feedback des gens. L'autre document qu'on a publié depuis l'automne dernier, c'était le plan d'action. Donc, le plan d'action, en introduction, je vous disais qu'il comportait 12 étapes. La première étape, en fait, nous, on va parler des 3 premières aujourd'hui. Donc, comment vous pourriez prendre le plan d'action et l'implanter? On essaie de se mettre dans vos souliers et de dire, bon, mais qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Puis est-ce que je comprends bien ce que j'ai besoin de faire? Puis qu'est-ce que j'ai besoin de connaître? C'est vraiment ce que Dany, là, pour les étapes 2 et 3, moi, pour l'étape 1, on va essayer de vous transmettre comme information. Donc, clairement, le plan d'action existe parce qu'on y croit. Et si on n'explique pas chacune des étapes, peut-être que ça ne passera pas comme on pense ou comme on souhaite que ça passe. Donc, la première étape, c'est de choisir, de désigner une personne responsable. Donc, cette personne responsable-là va avoir beaucoup de choses à faire. Est-ce qu'elle va être experte dans tout? Non. Quelles sont les qualités qu'on cherche? Quel est le profil qu'on cherche sur cette personne-là? C'est écrit à l'écran. On veut une personne autonome. On veut quelqu'un qui a une crédibilité, qui est respecté par les gens. Puis ça, la crédibilité puis le respect, ça passe par quoi? Ça passe par l'écoute, ça passe par les connaissances, ça passe par les compétences, ça passe par l'humilité, ça passe par plein de choses qui font que le respect et la crédibilité vont être là. Elle doit aussi avoir des connaissances de base en matière d'électricité, en matière de risque électrique. Connaître tout, peut-être pas, mais d'avoir ces connaissances de base-là. Et plus parce que quand on fait un projet, bâtir un programme de sécurité électrique, puis Dany vous a donné un petit scoop tantôt, ça peut aller jusqu'à 40-50 pages. Quand on fait ça, puis n'ayez pas peur, 40-50 pages, ce n'est pas une seule phrase avec aucune ponctuation. C'est beaucoup, beaucoup de chapitres, beaucoup, beaucoup de sujets. Et beaucoup de ces sujets-là existent probablement dans votre établissement, donc ça se rapetisse. Maintenant, cette personne-là doit être à même de prendre ce qui existe, de l'analyser et de mener aux étapes qui suivent. Doit être capable de comprendre qu'elle ne fera pas ça seule. Et c'est ce qui nous amène à l'étape 2 du plan d'action. Oui. Donc, pourquoi qu'on met sur pied un comité paritaire? C'est beaucoup ça, l'étape 2. Premièrement, c'est sûr qu'un comité paritaire va avoir les meilleures chances de réussite dans l'exécution du plan d'action. Pourquoi? C'est parce que c'est sur le terrain que les risques existent, puis c'est là qu'on veut les régler. Donc, c'est vraiment avec le monde de terrain qu'on va y parvenir, donc avec les travailleurs. Puis ça, si on se rapporte à la loi d'un mécanisme de participation, de la loi sur la santé et sécurité du travail, si on va juste à la base des articles 49 puis 51, là, déjà l'article 51, l'employeur
parce que l'I-51, c'est les obligations de l'employeur, ben, de collaborer avec le comité de santé et sécurité et ou le cas échéant, le comité de chantier, ainsi que toute personne chargée de l'application de la présente loi et des règlements et leur fournir tous les renseignements nécessaires. Donc, il doit y avoir une collaboration. OK? Donc, les représentants de l'employeur doivent collaborer. Maintenant, au niveau des travailleurs, ben, l'alinéa 5 puis le 6 qui va suivre, ben, participer à l'identification et l'élimination des risques d'accident de travail et de maladies professionnelles sur le lieu du travail. Ça, c'est déjà une des responsabilités des travailleurs. Collaborer avec le comité de santé et sécurité, puis le cas échéant, avec le comité de chantier, ainsi que toute personne chargée de l'application de la présente loi et des règlements. Donc, on voit ici déjà là, que la participation s'installe déjà au niveau de la loi. Puis là, nous, ce qu'on est en train d'amener avec le comité paritaire, là, on n'est pas dans le CSS, là, on est comme dans un sous-comité du CSS, où ce que ça a déjà été entendu. Quand on se rappelle, là, il y avait des conditions de succès. Là. Donc, il y avait des conditions de succès à dire que, en fait, là, c'était les préalables à dire qu'on partait dans un plan d'action sécurité électrique. Puis d'un préalable, entre autres, ben, ça devait déjà être entendu dans le CSS. Puis là, on n'est pas dans le CSS, on est vraiment dans le comité de travail. Là. Mais au CSS, on devait déjà s'entendre sur la priorité qu'on voulait accorder à la sécurité électrique. Donc, peut-être qu'on n'est pas rendu là dans l'organisation, peut-être qu'il y a des choses qui clochent déjà en santé et sécurité, puis qu'on est vraiment ailleurs, puis on peut mettre l'emphase ailleurs, mais peut-être aussi qu'on est rendu là, puis c'est ce qu'on veut faire. Puis si on est là, d'un préalable, ben là, on fait notre comité paritaire de travail. Donc, notre comité paritaire de travail, on s'en va où avec ça exactement? Ben, d'abord, le choix des membres. Il faut constituer, parce qu'on parle bien de parité ici. Là. Donc, pour avoir un comité paritaire, ben, on a le choix des membres puis leur rôle. On va voir ça dans les prochaines diapos, c'est important. Donc, constituer de travailleurs puis de gestionnaires. Puis, quelle qualité, mettons, ça prendrait? Puis là, c'est juste quelques-unes que j'ai identifiées, là, mais entre autres, là, la bonne connaissance du milieu de travail. Puis là, on parle vraiment de ce qui va faire que ça va être un comité, puisque les membres, ça va être un facteur de succès d'avoir ces bonnes qualités-là pour les membres. Il faut croire à la prévention. Si on ne croit pas à la prévention, on s'entend qu'on n'a pas vraiment d'affaires dans un comité de travail comme ça. Puis une bonne crédibilité, encore une fois, dans l'organisation. Tantôt, on le voyait là, sur lui qui allait être le chargé de projet de ce projet-là, là, le responsable. Mais là, on s'entend ici là, que si les gens ont une bonne crédibilité dans l'organisation, puis on fait juste faire un parallèle, mettons que je suis représentant des travailleurs, mettons que je suis le représentant en santé et sécurité, exemple, puis là, je m'en vais sur le terrain parler aux travailleurs, bien, si j'ai une bonne crédibilité, c'est sûr que mon message va passer mieux que si j'ai pas de crédibilité et que le monde ne veut pas me parler. Là. Fait que, on s'entend que c'est deux choses bien différentes. Là. Mais ça, fait que là, j'ai juste nommé ceux-là, mais il y en a d'autres. Là. Vous pouvez les lire à l'écran. Puis, pour être capable d'arriver à ça, ben, peut-être que les membres vont avoir besoin de formation. Je dis peut-être, puis on s'entend que c'est peut-être plus un oui. Là. Donc, des notions de base en électricité. Donc, déjà, là, comprendre l'électricité, là, s'il nous manque un petit quelque chose, là, ça aurait déjà dû faire partie des choix un peu là, pour en arriver à sélectionner des membres, mais admettons, peut-être qu'il va falloir les pousser un petit peu plus loin. La législation en regard des travaux puis des risques de nature électrique, là, important de comprendre aussi qu'est-ce qu'il y en est parce qu'on va vraiment aller loin dans notre comité de travail. Les connaissances d'abord sur les normes applicables. Donc, peut-être un petit cours là, de rafraîchissement sur la 462 ou un cours sur la 462 parce qu'on n'en a jamais fait. Là, donc, on ne sait peut-être pas qu'est-ce qu'elle mange en hiver, cette norme-là. 463, même chose sur l'entretien. 460 sur le cadenassage. Peut-être qu'on a besoin de parfaire nos connaissances un peu avant de se lancer dans ce travail-là. Puis, un autre qui pourrait être intéressant, l'identification des dangers, analyse des risques. Là. Donc, ça, c'est peut-être de quoi que vous faites déjà de façon innée dans vos organisations ou peut-être que vous avez besoin d'aller plus loin ou peut-être qu'il y a même des façons de faire dans vos organisations qui sont déjà encadrées au travers d'une façon, au travers de procédures pour en venir à identifier les dangers et analyser les risques. Là. Dans ce cas-là, on s'assurerait que les membres du comité sachent tout comment les utiliser, ces outils-là que vous avez. Maintenant, si on passe à la responsabilité du comité paritaire, donc en fait, les responsabilités des membres là, du comité, il y en a plusieurs. Là. On parle déjà de participer à l'élaboration puis la mise à jour du programme. Donc, là, il faut l'écrire. Et puis, pas rien que l'écrire, parce qu'on va voir que dans le plan d'action, les actions nous amènent au final à avoir un programme, mais il y a plein d'autres actions là, à faire. Donc, c'est vraiment participer à la réalisation de ce plan d'action-là.
Puis ensuite, on parle de formuler des demandes à la direction pour certaines actions et prises de décision. Ça se pourrait qu'on ait à se concerter, travailleurs et employeurs, puis à écrire une lettre, à demander des choses à la direction. Donc déjà, quand que paritairement, on s'entend sur ce qu'on a besoin, ben c'est plus facile là, à ce moment-là de demander à l'employeur où ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on a besoin. Exemple, ça pourrait être des fonds, n'importe quoi, ça pourrait être une étude, ça pourrait être un plan là, sur plusieurs années de réfection des installations au niveau électrique parce qu'il y a des problématiques, là. Donc, à ce moment-là, ça pourrait être bien de le faire justement via ce comité de travail-là. Participer à la sélection des EPI nécessaires à la sécurité électrique. Encore quelque chose là, qui est d'un fois mis de côté un peu, là, mais les comités, là, si on se ramène là, à la loi, là, il y a des obligations là-dessus, là. Maintenant, veiller à ce que le programme de sécurité électrique soit révisé périodiquement. On va y revenir tantôt dans quelques diapos, là, mais c'est sûr que le programme, faut y réfléchir dans le temps. Il y a peut-être des modifications sur les normes, il y a peut-être des nouveautés qui apparaissent pour X raisons dans l'organisation parce qu'il y a des nouveaux projets. Donc, quand c'est le temps de le réviser, là, il faut pas passer à côté. Maintenant, personne ressource. Pourquoi je fais une petite parenthèse sur la personne ressource par rapport à votre comité de travail? Parce qu'il y a vraiment une utilité à ça, là. Ça, une personne ressource, ça ne veut pas dire qu'elle fait partie de votre comité. C'est une personne qui va être là pour pouvoir vous assister aux besoins. Donc, elle va jouer un rôle conseil pour votre comité de travail. Puis, ben, c'est utile là, quand c'est le temps de dénouer des nœuds, justement, dans la réalisation des actions de votre plan d'action, là. Ça se peut que vous accrochiez à certains endroits, que ce soit sur des compréhensions techniques ou que ce soit pour avancer sur le comment on va faire. Des fois, là, nous, on a tenté de vous aider plus qu'on pouvait avec le programme, là, dans le programme type que vous allez pouvoir réutiliser à votre guise, mais ça se peut qu'il manque des petits bouts, là. Donc là, cette personne-là peut vous aider à ce niveau-là. Donner un exemple, nous autres, sur notre comité de travail inter-ASP, ben, on avait, exemple, Patrice Lecombe là, comme personne ressource, là. Donc, si on avait des questions à l'occasion, on pouvait se référer à Patrice là, pour nous donner un petit coup de main là, sur des choses qu'il connaissait bien au niveau de la norme 462, là. Donc, c'était très apprécié. Maintenant, au niveau des rôles, parce qu'on parlait de choix des membres et des rôles du comité, bien, ultimement, notre comité, il y a quelques rôles. J'en ai mis quelques-uns à l'écran, là, justement. La promotion, c'est là que je trouvais le plus important, là, un rôle de promotion. Donc, c'est quoi ça? Ben, c'est d'être des ambassadeurs, finalement, quand on va avoir fait tourner dans le plan d'action, réaliser nos actions, puis même pendant qu'on le fait, là, être ambassadeur de la prévention des risques de sécurité électrique sur le terrain, OK, au niveau de l'organisation. Le soutien aussi, parce que tu sais, au niveau des gestionnaires de premier niveau, c'est sûr qu'il y a l'obligation dans l'article 51. Il y a plusieurs obligations là pour eux, là. C'est quand même eux autres qui sont les responsables de ce programme-là. Mais au final, il faut être capable de soutenir, puis tous les membres du comité vont avoir des connaissances là, qu'ils vont avoir acquises pendant le travail pour soutenir les équipes de travail sur le terrain dans l'utilisation des outils, parce qu'ils vont avoir participé à les créer, puis la compréhension du programme qu'ils vont avoir aussi participé à créer. Donc, ils vont pouvoir aider aussi à leur niveau, là. Donc, c'est important. Puis, un autre rôle important qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est l'évaluation. L'évaluation, là, on parle des activités du programme qui sont faites là, sur une base continue, là, parce que ça va tout le temps rouler là, avec l'organisation qui fonctionne. Bien, il faut minimalement là, être capable d'auditer annuellement nos activités, puis savoir est-ce qu'on est bon, est-ce qu'on fait ce qu'il faut faire selon ce qu'on a couché sur papier. Ben, style, non. On est à côté de la plaque, là. Fait qu'il faut être capable de ramener ça sur la table puis se corriger. Fait qu'il faut se regarder dans le miroir comme organisation. Puis quand je parle d'organisation, là, on parle vraiment là, travailleur, employeur. Puis quand on est rendu là, ben là, on corrige qu'est-ce qui ne marche pas. Fait que dans ce rôle-là, on considère aussi là, que les membres paritaires du comité ont un rôle à jouer. Donc, ça, c'est pour le comité paritaire, comment on vient qu'à le mettre sur le pied, puis qu'est-ce qu'on veut dire. Donc, j'espère que ça l'éclaircit un peu à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de la politique, rédiger une politique sur la sécurité électrique, bien, première question à se poser, c'est qu'on a-tu une politique déjà dans notre système de gestion global en santé et sécurité du travail, là, à l'intérieur de notre organisation? On a-tu une générale? C'est-tu suffisant? Bien, ça va être le genre de questions qu'on va se poser. Puis là, il y en a plusieurs qui vont dire oui, on en a une. Est-ce qu'elle est suffisante? Bien là, je vous dirais que la réponse va possiblement être non pour ce sujet-là. En club, peut-être là, tous les sujets en santé et sécurité de façon large, mais elle ne vient pas vraiment encadrer le sujet électrique spécifiquement.
Donc, c'est un peu ce que la norme aussi 462 va nous dire, là. Donc, par rapport à une politique générale, là, les points qu'on vient nommer dans 462, là, on est dans un article là, 415 en ce moment, là, la politique de sécurité en électricité. Bien, on dit que l'organisation, en fait, là, l'employeur là, doit créer et documenter une politique de santé et sécurité en électricité. De sécurité, excusez-moi, il n'y a pas santé dedans, là, qui affirme l'engagement de l'organisation. Puis là, l'engagement à quoi? Bien, c'est ce qu'on voit à l'écran, à repérer et éliminer les dangers électriques de manière proactive et à évaluer et maîtriser les risques associés. Et aussi à créer une situation de travail électriquement sécuritaire conformément aux exigences de la norme. Donc, ça, c'est ce qu'elle nous dit. Maintenant, oublions pas là, que ça, ce requis-là de la norme 462, ben, si vous allez dans les espaces clos, il y a le même genre de requis politique. Tous les autres sujets en santé et sécurité, là, vos plans d'action spécifiques, qu'on pourrait dire, là, vont un peu aller vers des particularités qui viendraient, si vous décidiez d'en créer une globale pour couvrir tous les sujets, qui viendrait en faire une qui pourrait être longue à la fin, là. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que les gens choisissent souvent de les sortir à l'intérieur de leur plan d'action spécifique, là, donc dans leur programme spécifique là, aux différents risques qu'ils ont dans l'organisation. Maintenant, au niveau des politiques, ça pourra ressembler à quoi? Là, ici, vous voyez, là, il y a une version à gauche, il y a une version à droite. Les deux versions sont différentes, là, mais les deux nous amènent un petit peu à la même chose, là, c'est créer une politique en santé et sécurité. Là, on voit les particularités à l'écran. On va regarder celle-là de droite, là, celle-là de gauche, là, vous allez l'avoir dans le programme. Comme celle-là de droite, les deux sont dedans. Vous choisissez un peu celle-là que vous avez besoin, là, mais autrement dit, celle-là de droite, elle respecte qu'est-ce qu'on vient de voir dans l'article 415 de la norme 462. Donc, politique de sécurité en électricité, ben chez 3X, qui est finalement le nom de l'organisation qui décide d'adopter cette politique-là, afin de prendre en charge les risques liés à l'électricité, nous nous engageons à, puis là, pour répondre aux deux points qu'on voyait tantôt, ben, privilégier de façon proactive l'élimination à la source, si on se ramène à la hiérarchie des mesures de contrôle, c'est vraiment de ça qu'on parle, l'élimination à la source de dangers électriques, choc et éclat d'arc dans la conception de tous les projets. Donc, ça, c'est un premier point majeur. Puis, deuxièmement, créer des conditions électriquement sécuritaires en s'appuyant sur les exigences de la norme sur la sécurité électrique CSA Z462. Par exemple, favoriser le travail hors tension pour tous les travaux électriques autres que le diagnostic. Puis là, une politique, ben, on veut que les gens, on veut que l'organisation, au-delà de l'employeur, nous, on croit vraiment que c'est l'organisation, donc représentant de l'employeur puis le représentant des travailleurs, qui s'engagent à respecter la politique. Donc, celle-là, c'est vraiment la politique qui respecte, comme on disait, là, ce qui est dans 462. Puis, si on regarde plus loin, là, celle-là de gauche, là, en plus de respecter ce qui est dans 462, ben, elle vient passer au travers là, des requis d'une politique telle que la norme CSA Z 45001 sur le système de management là, de la santé et sécurité au travail, là, les exigences et lignes directrices pour leur utilisation. Ben ça vient tout répondre à ce qu'il pourrait avoir dans cette norme-là. Il y a comme OAF, là, comme alinéa sous ce paragraphe-là, puis sous cet article-là, en fait. Puis là, on a en fait décortiqué ça, puis venu créer une politique qui répondrait aussi à ça. Mais on voit là que c'est juste que c'est beaucoup plus long. Là. Donc, on peut s'imaginer que si on n'en a pas déjà dans un programme de gestion globale, ben celle-là sera peut-être plus adaptée si on commence par ça, comme en santé et sécurité. Là. Mais l'autre ferait aussi le travail là, si on regarde plus au niveau de la norme. Là. Donc, merci, Dany. Regardez, il est 1h13, il reste la conclusion. Fait que si vous avez des questions pendant que je suis en train de conclure, gênez-vous pas pour les poser. À date, il n'y en a pas beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi qu'on va faire la suite? OK? Donc, encore une fois, nous, on existe pour vos besoins. Si à la fin de l'année, il y a une personne qui n'a pas été blessée par un travail de nature électrique, on a rempli notre mission, mais nous, on n'arrête jamais. On voudrait que tous les événements qui sont liés à la nature électrique puissent être éliminés le plus vite possible. Donc, si on est capable d'éliminer à la source, mais sinon, comme on a vu tantôt dans la politique, pour ça, il faut qu'on soit capable
créer, de discuter, d'utiliser les bons mots avec les établissements qu'on représente pour que vous ayez en main ce qu'il faut pour mettre ça en place. Parce qu'on ne peut pas le faire à votre place, mais on peut vous aider à se rendre là. Donc, sur les sites Internet des ASP, vous avez ou vous aurez bientôt des liens au plan d'action, des liens aux fiches, des liens au programme de sécurité adaptable. Okay, le programme de sécurité adaptable, on a travaillé dessus longtemps. On pensait bien le faire en début d'année, mais là, il y a eu des petits délais, donc on va blâmer la COVID. Donc, à cause de ça, ben, maintenant, cette semaine, le document est prêt. C'est un document Word qui est assez lourd, mais qui reprend beaucoup de facteurs, comme par exemple, quand je veux acheter des équipements de protection individuelle pour les risques électriques, comment je m'y prends pour acheter, on a vu tantôt quand c'est des nouveaux projets, comment je m'y prends, bien, ça me prend une politique d'achat. Est-ce que vous avez une politique d'achat? Oui, bien, vous pouvez couper quelques pages à ce que nous, on a proposé. Vous n'en avez pas, ou il faut les intégrer, bien, vous pouvez vous en inspirer. Donc, le programme de sécurité adaptable, il est adaptable pour chacun des établissements. Les fiches en préparation. Les fiches en préparation, vous avez vu sur lesquelles on va travailler. Donc, c'est votre choix. On y va avec ça. Puis après ça, les autres, on verra au fur et à mesure. Et exécuter le plan d'action. On a déjà des entreprises qui nous ont contactés. On travaille avec elles pour mettre en place là, tout ce qu'il faut, les conditions gagnantes, mettre le plan d'action en place pour se rendre jusqu'au programme de sécurité électrique. Vous songez à faire ça, vous avez ce besoin-là, contactez votre ASP. Des fois, on a une entreprise, on en veut deux. Des fois, on en a deux, on en veut trois. Si on en a trois puis qu'il en arrive 40, ça va peut-être être plus difficile, mais on n'en est pas là. Fait que gênez-vous pas pour communiquer avec votre association sectorielle pour ça. Et il y a plein d'autres sujets encore. Vous avez vu que tantôt, on a parlé du plan d'action, les étapes 1, 2, 3. On a plein d'autres sujets encore. Donc, vous allez recevoir un sondage, encore des questions. Ces questions-là, il y en a 11, sont assez faciles à remplir. Quelques-unes sur ce que vous avez entendu aujourd'hui, la plupart sur ce que vous voudriez entendre par la suite. Est-ce que vous voudriez, par exemple, si on parle de directive, élaborer une directive d'achat, contrat, gestion de changement, est-ce que selon vous, c'est quelque chose qui s'applique à un webinaire comme on a eu aujourd'hui? Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait faire une capsule vidéo puis filmer la façon que ça se fait? Est-ce que vous préférez un accompagnement individualisé? Je vous dis tout de suite, la réponse, ça va être contacter votre ASP, mais si tout le monde répond ça, ça nous donne une bonne idée aussi. Ou pour vous, vous n'en avez pas besoin, vous êtes déjà top-notch là-dessus, puis vous n'avez pas besoin d'aller là. Fait que c'est le genre de questions que vous avez, questions simples, juste pour nous aider encore une fois à nous enligner puis à aller plus loin. Il y a, pour vous donner, bon, je vous dis que les sites Internet là, sont mis à jour. Il y en a celui de l'APSAM et celui de la SFETEM. Donc, par exemple, à quoi ça peut ressembler. Et ces liens-là, vous devriez les recevoir là, demain, donc dans les 24 heures. Donc, sur le site de l'APSAM, vous avez un exemple de tous les documents qu'on vient de parler. Et si on revient à la présentation, sur le site de la SFETEM, vous avez aussi une page dans laquelle tous les documents qu'on vient de parler sont identifiés, ainsi que les liens, là, je pense aussi que Dani les avait, donc les liens aux vidéos, aux enregistrements des vidéos 1 à 4. Le 5e s'en vient bientôt et aujourd'hui, c'est le 6e, donc ils vont être tous les 6 là, disponibles. Il y a une couple de questions, puis on va déjà faire du pouce sur les sites Internet que tu viens de montrer pour répondre à une question. Si on pouvait avoir le PPT de la présentation, ben, la réponse est non. Là. C'est pas parce que c'est du travail qu'on a mis dedans, puis il y a peut-être des histoires de droits d'auteur à gauche pas à droite là, qu'on ne voudrait pas avoir là, à gérer. Mais les enregistrements vont être en ligne, donc pour faire du lien sur les sites web, autant sur le site de la SFETEM qu'à l'APSAM, puis que les autres ASP, vous devriez, qui ont participé, vous devriez être en mesure de trouver les liens vers les enregistrements des webinaires. Là. Mais il ne faut pas oublier non plus que notre programme est basé sur un paquet de documentation. Donc, ce qu'on vous dit là, dans les webinaires, là, donc nos présentations sont basées sur la documentation qu'on a utilisée ou qui sont dans notre programme. Donc, vous allez retrouver à peu près tout là, dans notre programme adaptable, dans le plan d'action, dans les fiches, tout va être là. Donc, une autre petite question, je voudrais mettre à jour, puis je vais te poser à toi, Normand, je voudrais mettre à jour notre programme de sécurité électrique. Est-ce que le plan d'action est utilisable? Ben oui, tout à fait, parce que quand on a commencé, on part avec quelqu'un qui a 0 et qui doit bâtir son programme de sécurité électrique dans le plan d'action. Mais on a toujours eu derrière notre esprit que oui, mais il y a des gens qui ont déjà quelque chose. Donc, c'est tout à fait les mêmes critères. Vous avez besoin quand même d'avoir un responsable. Si vous voulez le mettre à jour, vous assurer qu'il est à jour. L'audit que vous allez faire du programme, bien, ça va peut-être être un pré-audit pour savoir sur quoi mais c'est les mêmes questions qui vont être posées. Puis, c'est des questions qu'on propose aussi en annexe du PSE adaptable. Donc, c'est tout à fait utilisable dans les deux cas.
Une autre question, Normand, que je vais te poser. Pourquoi on ne peut pas modifier les fiches? Oui, ben en fait, ces fiches-là, on les a établies à partir de la science actuelle et de la réglementation actuelle. Il y a eu plusieurs discussions, on les revise, là, le comité technique inter-ASP. Des fois, Dany l'a dit, on va chercher de l'aide à l'extérieur pour être sûr qu'on est sur la bonne voie. Et une fois qu'on a ciblé ça, ben c'est pas comme le choix des mots dans une politique appartient à chaque organisation. L'utilisation d'un DDFT n'appartient pas à chaque organisation. Donc, ce que nous, on met en place, c'est de la documentation qui va être le plus précise possible. C'est sûr que si la réglementation change, on va être obligé de les mettre à jour, mais ça ne devrait pas avoir lieu à permettre des changements par la suite. C'est pour ça. Merci. Une autre question. Votre programme de scrutin électrique adaptable comporte plusieurs pages. Est-ce que ma procédure va être aussi lourde? En fait, j'imagine qu'on parle du programme du client. Effectivement, non, c'est pas vrai, ça. En fait, c'est une farce que je fais, là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le programme, nous autres, on a vraiment couvert, là, il y a plein de sections générales, puis on a couvert l'ensemble des processus qu'on pensait que vous alliez avoir besoin. Puis étant donné des fois qu'il y en a qui devraient peut-être faire partie de votre système de gestion en santé et sécurité, qui devraient, mettons, là, qu'on va vous donner l'exemple de Normand qui prenait tantôt là, les achats. Si vous n'avez pas de processus d'achat ou d'embauche de personnel externe, mettons, de sous-traitants, ou quand il y a des projets, il n'y a pas de processus qui encadre la santé et sécurité à ce niveau-là, ben c'est sûr que là, vous devez un peu le créer. Donc, on vous a donné un exemple de ça. Donc, ça vient rajouter des pages. Donc, c'est sûr qu'on est venu mettre des exemples de plusieurs choses. Vous n'êtes pas obligé de tout utiliser. Puis, vous prenez ce qui est pertinent pour vous. Puis, comme on disait tantôt, au niveau des fiches qui vont sortir, il y en a plusieurs qui, tantôt, on a envoyé une quinzaine, mais il y en a plus que ça au final. Il va y avoir combien de fiches à la fin? Je ne peux pas vous le dire exactement à ce moment-ci, mais peut-être ça va monter jusqu'à 25 fiches. Ça se peut que vous n'ayez pas tous les sujets là, qui vont être discutés dans les fiches. Donc, ça va déjà être des fiches que vous n'aurez pas dans votre section 13, exemple, si vous prenez le programme. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous allez choisir d'intégrer ce qui vous convient, puis c'est ce qui va faire qu'à la fin, ça ne sera peut-être pas aussi lourd que le programme complet qui est là. Puis peut-être aussi que ça va devenir pareil ou plus, là, ça va vous appartenir. Là. Donc, maintenant, la dernière question que j'ai, fait que s'il y en a d'autres, là, vous pourrez poser, là, c'est la dernière que je vois. Là, pourquoi la fiche de planification des travaux sécuritaires n'est-elle plus sur votre site web? En fait, c'est parce qu'on l'a enlevé d'un dernier jour, là, pas mal hier. Là, on l'a enlevé pour la mettre à l'intérieur du programme de sécurité adaptable. Donc, quand vous allez ouvrir le programme de sécurité adaptable, là, autant sur le site de l'ASFETEM que celui de l'APSAM puis les autres ASP, mais quand ils vont le mettre sur leur site, vous allez avoir accès à tous les outils à l'intérieur de ce programme-là. Donc, si vous voulez les sortir du programme, prenez-les, sortez-les, puis faites-les vivre tout seul dans des documents que vous allez pouvoir le suivre. La raison pourquoi on a fait ça, c'était parce qu'on ne voulait pas avoir plein de places, plein d'endroits où il y avait des documents modifiés. Donc, on a vraiment gardé ça tout à l'intérieur du PSE. Donc, si on veut modifier un document qui est en lien avec la sécurité électrique, à part les fiches, là, je dirais, là, ça va être à cet endroit-là qu'on va les modifier. Donc, pour nous, c'était plus simple. Puis, vu qu'on était plusieurs ASP, ça venait compliqué de sortir ça à l'extérieur. Là. Donc, c'est vraiment la raison pour qu'on a fait ça. Il y a peut-être un document là, que vous allez le voir, en tout cas là, sur le site de l'APSAM, du moins là, pour l'instant, là, déclaration de situation dangereuse, là, qui est pas dans le PSE. Puis la raison est un peu simple. Là. On en parle dans le PSE. Fait qu'on a on a bâti un exemple qu'on donnait en exemple. Donc, vous avez un lien pour y accéder, mais lui, il n'est pas dans le PSE. La raison, c'est parce que normalement, les organisations qui se dotent de ce genre de documents-là, de déclaration de situation dangereuse, ben, ils ne vont pas le faire vivre à l'intérieur du programme électrique parce que ça peut être utilisé pour n'importe quoi. Là. Donc, ça va vivre à l'intérieur du système de gestion globale en santé et sécurité. Là. Donc, c'est pour ça que lui, il n'est pas dans le PSA. Mais toutes les autres vont être dedans. Moi, je ne vois pas d'autres questions. Euh, écoutez, merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Là. Puis, comme Normand vous disait, là, vous allez recevoir là, d'ici ce soir ou demain, là, vous allez recevoir le courriel avec le sondage. Puis, si vous avez des questions particulières, vous avez besoin comme il disait Normand, de continuer ou du moins questionner davantage pour être capable d'entreprendre les démarches pour aller dans votre plan d'action, vous commencez les balbutiements puis vous avez besoin de notre aide, on est des personnes ressources, on est là pour vous. Donc, contactez vos SP respectifs, ça va nous faire plaisir de vous aider.
Donc, sur ce, bonne journée. Merci.